Bienvenue dans le débat de France 24. C'est un système de santé souvent cité en exemple, considéré comme l'un des meilleurs au monde. La France voit pourtant ses personnels hospitaliers manifester aujourd'hui. Une grève d'une ampleur inédite pour dénoncer leurs conditions de travail liées à la fermeture de lits et aux problèmes de recrutement et de rémunération. Parti des urgences, le mouvement s'étend désormais à tout l'hôpital, au point de faire réagir Emmanuel Macron. Le chef de l'État promet des décisions fortes. Elles seront annoncées mercredi prochain, dit-il. Retour sur le mouvement avec Florent Redeau. Il et elle sont médecins, infirmiers, sages-femmes, aides-soignants et viennent des quatre coins de la France. Dans les rues de Paris, le personnel hospitalier français est venu interpeller le gouvernement. Ses revendications, une augmentation des salaires de 300 € net mensuels, une hausse des effectifs à hauteur de 10 000 postes, ainsi que la réouverture des lits fermés. Sans un plan d'urgence, ces manifestants préviennent, le système hospitalier français risque de s'effondrer. Un modèle qui est à bout de souffle, ça va aboutir à une dégradation de la qualité des soins. Hier à Paris, des enfants ont été transférés dans des hôpitaux à plus de 30 km de Paris parce qu'il n'y avait plus assez d'infirmières pour les accueillir dans les lits qui ont été fermés au nom de la rentabilité. Va venir l'hiver, les épidémies, on va avoir de plus en plus de patients dans les couloirs. Donc l'accueil de l'hôpital, c'est plus de lits. Il y a un nombre de lits insuffisant. Cette colère du monde hospitalier, elle s'explique par ces chiffres. Depuis 20 ans, le nombre de passages aux urgences a plus que doublé. 21 millions en 2016 contre à peine plus de 10 millions en 1996. Problème, le nombre de lits disponibles chute à vue d'œil. 69 000 en moins depuis 2003, c'est une baisse de plus de 15%. Résultat, un personnel hospitalier débordé et qui s'épuise. Début septembre, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a promis un plan pour mettre fin à cette crise inédite dans plus de 250 services d'urgence en France. Une enveloppe de 750 millions d'euros sur 3 ans, mais un plan qui ne prévoit ni les lits ni les effectifs supplémentaires réclamés par les grévistes. Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé que le gouvernement présenterait son plan renforcé de soutien à l'hôpital mercredi prochain au sortir du Conseil des ministres. Et l'hôpital public s'écroule, c'est le constat formulé dans une tribune du journal Le Monde par 70 des 77 directeurs médicaux de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Signe effectivement que le mouvement gagne toutes les sphères aujourd'hui de l'hôpital. Parmi les signataires de ce texte, Agnès Linglard, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre, directrice du département médico-universitaire, santé de l'enfance et de l'adolescent à l'université de Paris-Saclay. Merci d'être avec nous. Vous nous direz justement quel est le sens de cette tribune et pourquoi vous en êtes l'une des co-signataires. J'accueille également Inès Gay. Bonjour, vous êtes infirmière urgentiste à l'hôpital Lariboisière à Paris et membre du collectif Inter-Urgence. Oui, bonjour. Et c'est le collectif qui est à l'origine donc, du mouvement de grève dans les urgences qui a ensuite gagné le reste de l'hôpital. On verra ça dans un instant. Nadège Vézina, bonjour. Vous êtes sociologue de l'action publique, du travail et des organisations, maître de conférence à l'université de Reims-Champagne-Ardenne et auteur de Vers une médecine collaborative, politique des maisons de santé pluriprofessionnelles en France. Merci d'être avec nous. Jean de Kervasdoué, bonjour. Vous êtes économiste de la santé, auteur de La santé rationnée, un mal qui se soigne. C'est paru chez Economica, professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers. Vous avez été directeur des hôpitaux au ministère de la Santé de 1981 à 1986. Merci à vous quatre d'avoir accepté de débattre. Inès Gay, on va parler d'abord avec vous dans l'immédiat, j'allais dire, parce que ce mouvement, c'est vrai qu'il est parti des urgences. Comment expliquez-vous que malgré les annonces d'Agnès Buzyn qui successivement a promis cette prime mensuelle de 100 € versée depuis le mois de juillet et puis ce plan de refondation annoncé en septembre qui prévoyait notamment 750 millions d'euros à destination des urgences, ça n'est pas suffi à calmer la grogne, bien au contraire. Au contraire, je vais vous dire deux choses. La première, c'est que pendant longtemps, il n'y a eu aucune proposition, avant qu'il y ait les propositions faites maintenant. C'est-à-dire que ils ont clairement joué une stratégie du pourrissement. Et il se trouve que là, on a réussi à susciter de l'espoir chez des soignants qui étaient très démoralisés, complètement démobilisés. Et là, maintenant, on ne peut plus se contenter de juste quelques pansements comme ce qui a été proposé là. On parle de 750 millions, on parle de quoi? Il n'y a pas 750 millions. L'hôpital, c'est un budget fermé. C'est 750 millions qui ont été pris ailleurs et qui ont été dirigés vers les urgences. Donc non, ça ne suffit pas.
1 milliard par an, c'est le déficit de l'hôpital. Alors 750 millions, finalement, on peut se dire que c'est pas très éloigné. Non, si vous permettez, je crois qu'il faut donner les valeurs absolues. Les dépenses hospitalières en France, c'est 77 milliards. Si on rajoute les cliniques privées, il y a 20 milliards de plus. Donc on est un petit peu en dessous de 100 milliards. Donc c'est vrai que 700 millions, c'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est pas énorme, oui. Et il se trouve que donc là, les soignants qui, à la base, étaient quand même très démobilisés, ont vraiment cristallisé là-dessus. Et c'est assez, comme vous le disiez, c'est assez étonnant qu'il y ait énormément de professions qui d'habitude sont pas mobilisées. Et là, se mobilisent infirmiers, aides-soignants, on parle des ambulanciers, les assistants de régulation médicale, des gens qui d'habitude ne parlent pas. Et là, vraiment, on montre qu'on tient à l'hôpital public. Et l'union syndicale aussi. Hein. Et l'union syndicale avec... On verra dans un instant... Oui, allez-y. Ouais, non, c'est juste... ce qui donne la légitimité à notre mouvement, c'est également parce que nous, on pourrait défendre l'hôpital public dans notre coin et dire c'est normal, c'est notre métier, on le défend. Mais il se trouve que les Français, il y a des sondages qui le prouvent, ils sont attachés à ce service public-là, à l'hôpital public, à l'accès aux soins. Donc finalement... On verra justement comment fonctionnent les urgences. Depuis, Jean de Kervasdois, à l'instant, vous disiez c'est 100 milliards, mais le déficit lui, hospitalier, il atteignait à peu près 1 milliard d'euros l'année dernière. Donc 750 millions, c'est pas non plus ridicule. Non, mais... Enfin... Je crois qu'il ne faut pas prendre les symptômes pour les causes. Bon, il y a beaucoup de choses dans cette affaire qui commence par vous. Et ça commence en 2002 quand M. Douste-Blazy dit aux médecins libéraux qu'ils ne sont plus obligés d'assurer les gardes et astreintes. Donc tout ça, c'est très, très ancien, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a transféré à l'hôpital public. Et l'hôpital, c'est le seul endroit ouvert 24 heures sur 24 où se retrouvent toutes les misères du monde, et pas d'ailleurs uniquement sanitaires. Et la Lariboisière, j'étais pendant quelques années au conseil de surveillance de la Lariboisière, donc je connais assez bien cet hôpital. C'est dans un quartier très difficile. Il y a des gens de très, très grande qualité. Mais l'hôpital et les urgences, c'est le tampon entre le désordre de la ville et l'ordre de l'hôpital. Et il y a énormément de choses, et notamment la crise de la médecine libérale, parce que la première solution à l'hôpital, ça se passe en ville. On verra justement comment s'articule finalement à la médecine de ville et les hôpitaux. Agnès Linglard, vous avez donc, co-signé cette tribune dans laquelle vous pointez un certain nombre de problèmes. On va le voir dans un instant. D'abord, la fermeture de lits d'hospitalisation, de salles d'opération et d'unités de soins, et puis aussi des centaines de postes de soignants qui, dites-vous, pourtant budgétisés, ne sont pas pourvus, et des soignants qui quittent l'hôpital public. Est-ce le signe d'une crise des vocations ou bien d'une fuite vers le privé et la médecine libérale ? Je ne pense pas qu'on puisse réduire la fermeture des lits ou le manque de personnel à une crise des vocations. C'est tout un complexe qui s'est installé depuis plusieurs années. On en parle là. Le CIE, le collectif interurgence, a commencé en mars. Le collectif interhôpitaux a été créé début octobre. Mais finalement, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Il y a une fermeture programmée, une réduction du nombre de lits. Et donc, on se retrouve... Et en parallèle, une réduction du recrutement du nombre d'infirmières, de paramédicaux et de personnels médicaux également, qui fait qu'on n'est plus en capacité d'accueillir correctement les patients avec une qualité des soins correcte. Donc, pour vous donner un exemple sur le département médico-universitaire dont je m'occupe, qui regroupe le sud, tous les services de pédiatrie du sud de l'Île-de-France. Il y a 2 réanimations pédiatriques dans ce service. Aucune des 2 ne peut ouvrir la totalité des lits. Il y a 6 lits sur 10 ouverts à la réanimation pédiatrique de Garches et 16 sur 20 à la réanimation pédiatrique de Bicêtre. Donc ce n'est pas l'espace qui manque, mais c'est le personnel. Nous, on est prêts à accueillir les patients si on nous donne les moyens, si on peut recruter, s'il y a suffisamment d'infirmières. On a plusieurs problèmes. L'attractivité. Comment avoir des personnels aussi peu rémunérés, pouvoir vivre en Île-de-France avec un niveau de salaire bas. L'hôpital public n'attire plus faute de rémunération, dites-vous ? Ça, c'est un point. On a aussi la qualité de vie au travail, qui est un point très important. On doit absolument ramener une qualité de vie en injectant des moyens dans l'hôpital public, dans les services. On a besoin de pouvoir garder les infirmières dans des bonnes conditions dans les services. La conséquence de cette situation que vous décrivez, du manque de personnel qui du coup fait reposer sur ceux qui sont aujourd'hui à l'hôpital l'essentiel du travail, enfin la totalité même, c'est ce risque de surmenage, Nadège Vézina. On le lit d'ailleurs également dans votre texte, 49% des personnes, des professionnels de santé sont exposés au burn-out. 1 sur 2.
Oui, c'est extrêmement fort, l'épuisement professionnel. Et l'hôpital rencontre en fait une double crise. Il y a à la fois une crise organisationnelle, on va parler d'urgence engorgée, on va parler de virage ambulatoire, on va parler d'articulation à trouver avec la ville, on pourra en reparler. Et ça va emmener à certaines problématiques. Et en même temps, d'un autre côté, vous allez avoir donc d'un côté ce moins d'hôpital et de l'autre côté, vous avez une crise budgétaire. On en a parlé des déficits, de la dette. 30 milliards d'euros, c'est la dette cumulée des hôpitaux. Qui appelle plus de moyens. Donc on est dans cette tension. Est-ce que on peut à la fois demander moins d'hôpital et plus de moyens? Et à la fois, je crois que la réponse est oui, puisque pour mieux soigner, les soignants qui sont en place, les professionnels de santé doivent retrouver du sens dans leur travail. Aujourd'hui, on parle de rémunération, mais on ne parle pas de carrière, de conditions de travail en tant que telles. Et aujourd'hui, les conditions de travail à l'hôpital, certains économistes ont pointé ça, constituent un vrai problème de santé publique aujourd'hui. Jean de Kervasdoué, est-ce la spécificité de la France, finalement, d'avoir comme premier pilier de son système de santé l'hôpital? Dans son panorama de la santé 2019, la semaine dernière, l'OCDE compare les résultats de système sanitaire dans ses 36 pays membres. Elle pointe la grande qualité du système de soins français, en particulier des hôpitaux. Mais elle signale d'ailleurs au passage que l'offre hospitalière y est plus large que chez les voisins. Un ratio de 182 lits pour 1000 habitants, c'est très au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Seule l'Allemagne finalement fait mieux. On fait reposer beaucoup aujourd'hui en France sur les hôpitaux, trop ou pas assez? Alors oui, il y a 2650 hôpitaux en France, il y en a 2000 en Allemagne, alors que les Allemands sont 25% de plus que nous. Si on était américain, il y en aurait 1000, si on était anglais, il y en aurait 600, et si on était suédois, il y en aurait 400. Alors, on ne peut pas parler seulement de l'hôpital, vraiment, c'est pas possible. Mais sur les hôpitaux aujourd'hui. Non, encore une fois, pardon d'insister. Encore une fois, l'hôpital est le lieu où se manifeste la crise de l'organisation du système de santé. Et ça, c'est par défaut de la première instance que sont les médecins de ville, de la deuxième qui serait les maisons médicalisées mais qui n'existent pas encore vraiment. Et donc tout se passe aux urgences. Et par ailleurs... Oui, c'est bien, bien la manifestation du problème. C'est pour ça que je vous pose la question. Il ne faut pas oublier que par ailleurs, nous avons des cliniques privées. Par ailleurs, nous avons à Paris des hôpitaux à but non lucratif comme, proche d'ici, Foch, Saint-Joseph, etc., qui eux marchent bien. Donc l'hôpital public a des problèmes spécifiques. Et les problèmes spécifiques sont sa très grande rigidité, ses statuts. On paye tout le monde de la même façon où qu'on habite. Et vous l'avez signalé, vivre à Paris, c'est pas la même chose que de vivre à Angoulême ou à Lannion, qui est ma ville d'origine. Donc, si vous voulez, tout ça, on ne peut... Or, le système et la crise du système, on la voit venir depuis 30 ans. Alors, vous voulez que mais y a-t-il un trop grand recours déjà des patients à l'hôpital? L'OCDE pointe un taux... Je suis en train d'essayer de vous expliquer. Oui, mais l'OCDE pointe un taux moyen de séjour trop élevé, qui reste trop élevé d'après elle. Est-ce qu'elle a tort ou pas? Non, mais l'OCDE constate les faits. L'OCDE n'a pas de jugement de bien ou en mal. C'est que simplement, aujourd'hui, du fait de l'évolution du système, les patients sont des gens rationnels et ils vont à l'hôpital. Donc, même un mardi matin, si vous avez un enfant de 3 ans et vous êtes un papa, preneur l'exemple d'un papa, et vous avez un problème, il est rationnel d'aller à l'hôpital parce que vous n'allez pas voir en une demi-journée un pédiatre faire une radio, un examen, un prélèvement. Le parcours de soins est trop compliqué en France? La médecine de ville est trop désorganisée. C'est souvent aux urgences, le lieu de premier accueil. Là aussi, est-ce que c'est une spécificité française? Est-ce que c'est l'origine du problème aussi? L'origine, non, c'est un symptôme du problème, c'est pas l'origine du problème. L'origine du problème, c'est, je ne vais pas me répéter, la médecine de ville et la rigidité de l'organisation hospitalière. Vous n'avez pas imaginé, enfin, moi, il y a 50 ans que je suis là-dedans, donc l'État a rigidifié l'hôpital. L'hôpital, c'est rigide. Et une structure rigide, quand elle est soumise à des coups de boutoir, ça casse. Et c'est en train de casser. C'est que on ne peut pas s'adapter, on ne peut pas répondre à la demande, on ne peut pas y payer les gens de manière différente. Vous avez quand même... On essaie de comprendre concrètement pourquoi les urgences sont toujours engorgées. Pourquoi? Mais ce n'est pas seulement les urgences. Beaucoup de patients, lorsqu'ils ont un symptôme, mais parce se rendent aux urgences avant tout. Je suis en train de vous l'expliquer, mais je vais me répéter. Visiblement, je m'explique mal. C'est que les patients sont rationnels. Et donc, ils ont intérêt à aller aux urgences parce que le service qu'on leur rend
est bon, même s'ils attendent longtemps. Alors, le problème, c'est que le tri avant n'est pas fait et que dans beaucoup de pays au monde, la moitié, enfin d'abord 9 patients sur 10, quand ils arrivent aux urgences, repartent chez eux. Mais simplement, on ne pourrait en avoir que 3 ou 4, dont ceux que l'on doit garder. Et aujourd'hui, donc, encore une fois, la médecine de ville, les maisons médicalisées ne jouent pas leur rôle. Et donc, on va à l'hôpital parce qu'on sait qu'on y sera bien traité, bien servi, même si on attend. Inès Gay, le service d'accès aux soins, cette plateforme téléphonique conçue pour orienter les patients vers l'offre de santé la plus appropriée, qui a été annoncée en septembre, est-ce qu'elle a permis de décongestionner les services d'urgence? À votre avis? C'est la question. Pour moi, il y a une plateforme de régulation qui s'appelle le 15, qui a déjà du mal à recruter des médecins régulateurs et des assistants de régulation médicale. C'est les personnes qui répondent au téléphone. Ils ont du mal à les recruter parce qu'eux-mêmes, ils ont des salaires indécents. Ils ont une crise de sens chez eux aussi. Donc, je comprends pas comment en ayant déjà une structure qui existe pour les soins d'urgence, le 15, à laquelle on pourrait rajouter une mission de prendre prise de rendez-vous, ce qui sont les missions du service d'accès aux soins. Pourquoi créer une nouvelle plateforme sur laquelle il va y avoir encore plus de difficultés à recruter des gens? Il y en a une qui existe. Bon, moi, je ne peux pas vous donner d'avis très intéressant là-dessus, c'est pas mon domaine, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. En tout cas, il y avait des revendications pour les personnels des urgences qui sont étendues maintenant au personnel hospitalier à part entière, parce que c'est tout l'hôpital qui va mal, et même les structures alentours, médico-sociales. On n'a pas demandé un service d'accès aux soins, on n'en a rien à faire. Enfin, je veux dire, c'est pas ça le problème. Il y a un problème d'accès aux soins, certes, mais c'est pas par là qu'il va être résolu. Il nous faut des places d'hébergement, il nous faut des places en médico-social, il nous faut des places dans l'hôpital. Il ne nous faut pas un service d'accès aux soins où quelqu'un va répondre au téléphone, désolé, le prochain médecin, c'est dans une semaine. Et il y a aussi une réorganisation ou un changement au niveau de la médecine libérale qui doit s'opérer. Est-ce que pour assurer la réussite de ce plan qui vise encore une fois à décongestionner les urgences, les patients doivent pouvoir trouver les mêmes facilités dans la médecine libérale que ce qu'ils viennent chercher aux urgences? En effet, comme disait Jean, ce serait bien que la médecine de ville s'organise un peu mieux avec des maisons de santé, etc. Après, moi, je vous avoue, c'est pas mon sujet, mais il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui explique que non, les patients ne viennent pas aux urgences pour des raisons. Enfin, je veux dire, quand on dit les patients viennent aux urgences pour de la bobologie, en fait, pas tant que ça. Enfin, je veux dire, tous ces gens qui... Pour des affections bénignes, quoi. Oui. Pour des affections bénignes, en fait, on se rend compte que si on leur a fait des examens, enfin, je veux dire, le nombre de personnes qui auraient pu aller chez un généraliste, il y en a, mais ils ne sont pas si élevés que ça. On ne va pas aux urgences pour des prescriptions d'optique, par exemple, comme on peut le voir parfois. Ça arrive, il y en a toujours. Évidemment, quand il y en a un, on en parle pendant une semaine, ça nous emmerde, mais pas tant que ça. On va en reparler dans un instant. Compléter ? Oui, allez-y. Juste pour dire qu'on n'est pas là, enfin, on n'est pas là pour un débat ville contre hôpital ou public contre privé. Non, on essaie de comprendre ce qui va mal. Vraiment, parce que c'est pas les mêmes malades qui vont dans le privé ou qui vont se faire soigner dans le public. Par exemple, en pédiatrie, la prise en charge de la pédiatrie aiguë, les maladies chroniques, les maladies rares, c'est quasi exclusivement hospitalier. On n'a pas le choix. Donc, il faut mettre des moyens sur ça. La problématique, c'est que le financement de toutes ces structures, c'est le même. Le financement pour le public et pour le privé, c'est les mêmes modes de financement. Or, on n'a pas les mêmes patients. On ne peut pas y arriver comme ça. On va y revenir dans un instant. C'est déjà la fin de la première partie du débat. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant. Retour au débat de France 24. L'hôpital est malade en France. En tout cas, c'est ce que disaient aujourd'hui les professionnels de santé qui manifestaient à Paris et dans d'autres villes de France. À mes côtés pour en parler, Agnès Linglard, pédiatre, directrice du département médico-universitaire, santé de l'enfant et de l'adolescent à l'université de Paris-Saclay. Et vous êtes la co-signataire d'une tribune parue dans le journal Le Monde aujourd'hui à l'initiative de 70 des 77 directeurs médicaux de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Elle s'intitule « L'hôpital public s'écroule ». Vous nous direz pourquoi. Également avec nous Inès Gay, infirmière urgentiste à l'hôpital Lariboisière à Paris, membre du collectif Interurgence. Nadège Vézina, sociologue de l'action publique, du travail et des organisations, maître de conférence à l'université de Reims-Champagne-Ardenne et auteur de Vers une médecine collaborative, politique des maisons de santé pluriprofessionnelles en France. Et puis enfin, Jean de Kervasdoué, économiste de la santé, auteur de La santé rationnée, un mal qui se soigne aux éditions Economica,
professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers. Vous avez dirigé les hôpitaux vous avez été, pardonnez-moi, directeur des hôpitaux au ministère de la Santé de 1980 à 1986. Agnès Linglard, on va revenir à nouveau à ce texte, cette tribune donc publiée dans le journal Le Monde. Vous y dénoncez notamment les restrictions budgétaires, la baisse conjuguée de l'attribution des crédits et des tarifs payés par l'assurance maladie, l'ONDAM comme on l'appelle, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Il désigne le montant total des soins qui pourront être remboursés chaque année par l'assurance maladie. Son augmentation limitée pour l'heure à 2,3% en première lecture dans le vote des députés sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale a été vécu comme une provocation. Pourquoi ? Parce que notre mode de financement est basé sur l'activité qui est faite à l'hôpital. C'est vrai pour les structures privées également. Et donc, l'enveloppe de financement étant fixe, il en résulte une course à l'activité, c'est-à-dire que chaque service, chaque département demande à faire plus d'activités ou essaye de faire plus d'activités pour avoir un financement qui augmente. Parce qu'il y a une tarification à l'acte dans l'hôpital. Il faut comprendre, effectivement, il faut expliquer ça, ce que d'ailleurs regrette un certain nombre de professionnels de santé. Exactement. Et cette enveloppe étant fixe, si l'activité augmente, le tarif par acte va automatiquement diminuer l'année suivante. Donc, on se retrouve à faire une course effrénée finalement dans le vide. On peut juste rajouter quelque chose, c'est qu'il se trouve que comme l'augmentation a été très très faible entre 2012 et 2017, et qu'il y a une augmentation naturelle, l'augmentation naturelle des dépenses de santé, c'est 4,5%. Donc, quand on est à 2, donc on est en dessous de l'augmentation mécanique. Et en fait, entre 2012 et 2017, il y a eu une baisse de 10% des tarifs hospitaliers. On pourrait parler des tarifs et de la manière de les calculer, mais donc et par ailleurs, l'investissement a diminué. Donc, si vous voulez, on s'est assis sous la marmite et le couvercle est en train de sauter. Et par ailleurs, excusez-moi, un des effets de la T2A, c'est aussi de rendre la tarification à l'activité de ce mécanisme, c'est de rendre certains services attractifs au sein des hôpitaux plus rentables que d'autres. Il y a un effet pervers. Donc voilà, ceux qui ne seront considérés comme non rentables vont peu à peu être de moins en moins servis jusqu'à disparaître de certains établissements. La réaction aujourd'hui des grévistes, c'est une grève du codage. Ça consiste à ne plus transmettre informatiquement le code des actes médicaux réalisés qui permettent la facturation. C'est difficile de débattre de ces sujets très techniques sans être trop caricatural. De toute façon, pour passer de l'argent de notre poche, de la vôtre et de la mienne, 200 milliards d'euros aux hôpitaux, aux médecins, il faut bien un système. Bon, il n'y a pas 50 systèmes dans le monde. Et ce système est d'ailleurs un système mixte, puisqu'il y a une partie... Alors, autrefois, c'était à l'acte. Ce n'est plus à l'acte. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus vaste que l'acte, qui s'appelle le séjour. Donc, vous êtes payé pour une prothèse totale de hanche, pour un accouchement, etc. Alors qu'autrefois, vous étiez payé pour une journée, pour une intervention chirurgicale. Donc, c'est moins mal. Par ailleurs, vous avez d'autres systèmes de financement, notamment pour la santé mentale, pour la psychiatrie, y compris pour l'hôpital public, où vous avez d'autres systèmes. Le problème, c'est que ce système est opaque. Il n'est pas débattu. L'État sort ses tarifs au mois de juillet de l'année en cours, alors qu'elle a commencé donc depuis 6 mois. Donc il y a énormément de problèmes de gestion de cette affaire-là et des manières de payer les paiements des hôpitaux, qu'on appelle les nomenclatures. C'est des sujets très compliqués, mais néanmoins c'est central et ça explique une partie de ça. La logique. On a transformé les hôpitaux en entreprises ? Non. Non, heureusement d'ailleurs. Mais non. C'est ce que vous pensez, Inès? Moi, je ne suis pas spécialiste, je suis pas économiste de la santé, mais ce que j'ai l'impression de faire, c'est de l'abattage. J'ai l'impression d'être dans un abattoir et d'abattre des trucs. Enfin, c'est pas, je veux dire, sur le vécu. Agnès Linglard. Moi, je voudrais revenir sur 2 points. Le premier, c'est l'arrêt du codage. Donc, effectivement, pour pouvoir tarifer à l'activité, il faut que les médecins ou les paramédicaux codent les actes, voilà. Et donc, l'arrêt du codage a été un acte qui était très symbolique de dire on arrête de faire ça. Et évidemment, peut-être que l'argent ne va plus arriver dans la caisse de l'hôpital, mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'être symbolique et de dire il y a une action de masse des chefs de service, des directeurs de département contre cette méthode de financement.
Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce qu'on est devenu... Est-ce qu'il faudrait un forfait? Non, est-ce que vous en avez une autre à proposer, madame? Je vais juste terminer sur est-ce qu'on est devenu une entreprise? Moi, je suis médecin, je suis soignant. Vraiment, mon objectif, c'est de m'occuper des patients. Et aujourd'hui, on me demande d'évaluer l'activité de mon service, de la comparer à ce qu'elle était l'année dernière, de faire plus, de faire mieux. Donc c'est ça qui est difficile. Mais il faudrait une clarification. Il faut qu'on comprenne bien. Si moi, en tant que patient, je me rends demain dans un hôpital, quel est le système qui, d'après vous, serait le plus juste pour l'hôpital en termes de facturation? Je ne suis pas économiste, je ne suis pas sociologue. Voilà, ce n'est pas mon travail de faire ça. Ce que je peux dire simplement, c'est qu'on a besoin d'une simplification, puisqu'il y a un process compliqué, beaucoup de gens impliqués, une chaîne de personnes. Donc on a besoin d'une simplification. Il y a besoin d'indicateurs qui soient simples, qui nous permettent d'évaluer l'activité, et d'une enveloppe qui soit peut-être un peu plus globalisée et évaluée selon ces indicateurs. Mais on n'a pas la tarification uniquement sur l'activité ne peut pas survivre. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous amène à ce choc aujourd'hui. Nadège Vézina. Je pense qu'on a à un moment cherché à rapprocher, on en a parlé, les cliniques des hôpitaux publics et à les faire tourner un petit peu quand même comme des entreprises. Or, l'hôpital n'est pas une entreprise. C'est le sens de la loi Bachelot de 2009 ? Même depuis avant, depuis 1970, il y a un service public hospitalier. Ça, on l'oublie. Le service public hospitalier, ça date bien avant cela. Donc finalement, l'hôpital qui accueille tout le monde sans distinction, justement pour offrir un accès aux soins large, là, on est en phase de rupture avec le pacte républicain, le pacte social républicain. Et c'est extrêmement dommage quand on en vient à des questions de contrôle budgétaire, certes, comme dans tout service public, il y a des contrôles budgétaires à avoir, mais il ne faut pas que les restrictions budgétaires arrivent à un stade, à un point, et là on est près de ce point où on met en difficulté les personnels soignants qui ne peuvent plus faire leur travail correctement. Et on met en cause finalement ce service public hospitalier. C'est ce que pointe là encore l'OCDE qui dit que la progression des dépenses de santé sont inférieures en France à ce qu'elles sont ailleurs, dans la moyenne des pays. Mais nous sommes à un niveau très élevé. Oui. Non, si vous voulez, on est à 11,6% de la richesse nationale. Mais il ne faut pas rentrer dans la démagogie. On est en train de parler... 11,6%, c'est le stock, c'est pas la progression. Hein. Oui, c'est le niveau auquel on est aujourd'hui. Non, mais 11,6% de la richesse nationale, donc c'est énorme. Donc, nous avons un système de solidarité qui est très, très grand et que, comme nous tous, je pense, on veut défendre. Donc, moi, le premier, j'y ai passé ma vie. Donc, tout ça, c'est pas le sujet. Mais il ne faut pas oublier que c'est l'argent des Français, qu'on ne parle pas et on ne vit pas comme ça de l'air du temps, et que le système social, il est payé par vous et moi, par tous les gens qui nous regardent. Alors, 200 milliards d'euros, c'est 3 fois le niveau de l'impôt sur le revenu, donc c'est énormément d'argent. Et la raison pour laquelle nous sommes en difficulté, c'est que nous avons un système de protection sociale aujourd'hui qui est très très fort, c'est le plus fort du monde, et que malheureusement, les gens qui cotisent à la sécurité sociale diminuent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les 20-60 ans qui cotisent pour les personnes âgées, parce que la santé, c'est une affaire de vieux, à part vous, les pédiatres, mais pour l'essentiel, c'est une affaire de vieux. L'âge moyen à l'hôpital, c'est 70 ans. Et donc, vous avez à la fois la retraite, vous avez la santé, et à 25 ans, la moitié des gens ne travaillent pas, à 60 ans, la moitié des gens ne travaillent plus. Or, c'est eux qui payent les impôts, la cotisation sociale, les retraites et la santé. Donc, moi, je veux bien qu'on continue à étouffer le système. Il faut bien trouver un système de financement qui marche et qui permettent de financer les hôpitaux publics, ce pourquoi je me bats. Jean de Carvazzo, alors effectivement, si les dépenses de santé progressent plus lentement en France qu'ailleurs, elles sont à un niveau plus élevé déjà aujourd'hui, puisqu'elles représentent 11,2% du PIB contre 8,8% dans la moyenne de l'OCDE. Et pourtant, on va le voir, les infirmiers, par exemple, sont moins bien payés en France qu'ailleurs, parmi les moins bien payés même de tous les pays de l'OCDE. On va voir le comparatif. Alors, comment vous l'expliquez, vous, Nadège Vézina ? J'explique par deux choses. Un premier élément qui serait, on a tendance à aller dans des logiques de bureaucratisation à outrance. Alors la bureaucratisation, finalement, qu'est-ce qu'elle fait pour le soin ? Elle ne décharge pas, elle complexifie, elle détourne du cœur de métier et elle coûte, en fait. Alors que si c'est de l'argent qui n'est pas payé au personnel, en fait. Non, ou pas, ou en tout cas, on se retrouve à faire des économies et à devoir choisir entre du matériel ou des fermetures de lits. Alors peut-être qu'on pourrait raisonner sur couper dans des problématiques plus managériales pour laisser à la fois et pas être dans ce choix de matériel. Et sur la question, j'aimerais revenir sur cette question des moyens, parce que je pense que c'est la question des moyens et qu'il ne faut pas jouer, en effet, on en a parlé tout à l'heure, à la ville contre l'hôpital. Parce que quand on dit on va aller
reporter le virage ambulatoire, les urgences, l'hôpital, cette congestion vers la ville. Si on ne rajoute pas de moyens à la ville, l'organisation des soins ne pourra pas même mieux avec se faire. l'ouverture de ces centres de soins qu'on voit maintenant se multiplier dans les villes. Il existe des structures d'exercice collectif de plus en plus, ça se développe. Les maisons de santé pluriprofessionnelles que j'étudie sont depuis 10 ans en train de connaître vraiment une montée en puissance. C'est un progrès pour les patients ? Je pense que oui, mais pour l'instant, elles sont extrêmement... Ça rompt quand même le lien, je dirais, personnel que les patients ont su nouer avec leur médecin de famille. Non, vous regardez, c'est simplement, si vous voulez, d'abord, les médecins, ils n'aiment pas travailler seuls, comme tout le monde. Ils aiment travailler en équipe et vous avez besoin d'avoir, dans un même endroit, des médecins généralistes, mais vous avez un médecin généraliste, des infirmières, des kinés, un labo, etc. Envoyer d'un médecin à l'autre. Non, là, il demeure un médecin traitant. Dans les maisons de santé, il y a un médecin traitant, mais il est accompagné justement pour faire un travail de diagnostic, pour travailler sur des staffs autour d'un cas complexe, par exemple. Au lieu d'être seul face à ce cas complexe, il a une équipe de soins derrière lui. Et ça, pour produire, au lieu de produire des actes, ils produisent, c'est un terme qu'ils utilisent, ils produisent des parcours de soins. C'est comme ça qu'ils expliquent leur philosophie. Vous dites davantage dans le sens de l'efficacité. En tout cas, de la coordination, de la qualité des soins. Ça évite les ruptures de soins. Inès Gay, on vient de le voir, les infirmiers français sont beaucoup moins bien payés. Alors, il y a l'exemple du Luxembourg où c'est 100 000 euros par an, de 99 000 euros par an de salaire moyen. En Allemagne, on est à plus de 40 000 euros. Et en France, c'est 38 000 euros, je crois, le salaire moyen. Donc, très inférieur, et très inférieur aussi à la moyenne de l'OCDE. Aujourd'hui, vous réclamez 300 euros d'augmentation de salaire. C'est bien ça, l'État ? Alors, c'est une des revendications, en effet, parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est retrouver de l'attractivité à l'hôpital. Ça passe par le salaire, en effet, parce que comme vous dites, il est très bas. Ça passe par les effectifs, parce qu'il faut remettre des effectifs, en effet, pour réouvrir les services. Et tant qu'on n'a pas d'effectifs, on ne peut pas réenvoyer les gens en formation, parce que les formations, je veux dire, on a des missions de service public, il faut qu'on les assure. Et pour les assurer, il faut être formé. Et ces formations, c'est des formations qui se recyclent. Par exemple, la formation aux gestes d'urgence, des choses comme ça. Et on est tellement en difficulté sur le personnel. Je veux dire, il y a des effectifs tellement tendus qu'on ne peut pas envoyer les gens en formation. On est obligé de les rappeler sur leur repos pour faire des heures supplémentaires, etc. Donc, en effet, il y a une problématique de salaire, il y a une problématique d'effectifs, de formation et de lits. Je veux dire, en effet, on demande une hausse de salaire. Sous forme de revalorisation du point d'indice, parce qu'il est question de prime pour l'instant, évidemment, c'est pas la même chose. Effectivement, une prime, c'est pas cotisé sur la retraite. Dans 5 ans, on pourra dire, allez, on l'a fait sauter. Je veux dire, voilà, il y a eu une prime pour les services d'urgence, c'est bien, 100 euros, c'est pas suffisant par rapport au travail qui est fourni, mais c'était déjà un premier pas. Maintenant, il faut voir qu'il y a tout l'hôpital qui est en difficulté. Et on ne parle pas que des infirmiers, j'insiste, on parle aussi des aides-soignants, des ambulanciers, des assistants de régulation, des logisticiens, des médecins, des internes. On parle de tout le monde là. Au total, ça représente pas loin de 10 milliards d'euros si l'État répond à cette demande de 300 euros par mois. Écoutez, c'est les dépenses hospitalières, donc c'est encore une fois autour de 70 milliards. Les dépenses de personnel, c'est 70%, donc c'est autour de 50 milliards. Donc, si vous mettez 300 euros par mois, ça fait pas mal par an, oui, c'est pas loin de ça. Oui. Ce serait une enveloppe de l'ampleur des Gilets jaunes. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans un cercle vicieux où, en réduisant les effectifs de toute façon avec un point d'indice gelé, on va charger de plus en plus ceux qui restent, rogner tout ce qui est possible de rogner, donc la formation, les carrières qui ne sont pas attractives. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de contagion dans la fonction publique si on bouge le point d'indice effectivement des professionnels de santé, de voir effectivement dans d'autres secteurs, on le sait, la police, entre autres. D'ailleurs, l'État a dit que ce serait légitime. Certes, et ça serait totalement vrai, puisque c'est une situation qu'on retrouve dans toute la fonction publique. Et en même temps, là, on raisonne à court terme. Parce que dans les hôpitaux, comment ils font pour fonctionner ? Ils ont recours à des intérimaires. Les intérimaires, ça coûte cher sur le long terme, ça coûte très cher. Quand c'est une situation ponctuelle, occasionnelle, pour un remplacement court, ça va. Mais comme ça devient structurel et récurrent, ça coûte très cher. Donc peut-être qu'on pourrait se passer d'intérimaires et en revalorisant ceux qui sont là en recrutant. On le voit déjà avec des médecins qui, en France, arrivent au terme de leurs études via le numerus clausus et qui, pour certains, partent à l'étranger. Et on voit dans l'hôpital, notamment, des médecins étrangers recrutés pour pallier aux déficiences. On a aussi des intérimaires dans les hôpitaux français parce que, encore une fois, notamment les anesthésistes sont beaucoup mieux payés en libéral. Or, s'il n'y a pas assez d'anesthésistes, le plateau de chirurgie s'arrête. Oui. Donc, beaucoup d'anesthésistes partent en libéral.
se font payer comme intérimaires. La journée, c'est entre 2400 et 3500 € par jour. Agnès Linglard. Clairement, l'intérim, c'est pas du tout une solution à la problématique actuelle. Vous l'avez très très bien dit. Même sur des missions courtes, on se retrouve en échec avec des personnels qui sont pas formés pour les soins qu'ils doivent prodiguer, une charge supplémentaire pour les personnels en place qui doivent quand même les encadrer un peu. On a parlé du salaire des infirmières. Je pense qu'il faut aussi parler de l'évolution des carrières. C'est aussi important qu'on puisse améliorer ce point-là. Valoriser les compétences des soignants, favoriser la coopération entre les différentes professions. Tout ça, c'est des points qui peuvent permettre d'améliorer quand même l'attractivité des carrières. Il y a un risque aujourd'hui pour la santé des Français. La santé des Français est en danger face à cette situation. Est-ce que la santé des Français est en danger? Pour aujourd'hui, on voit des situations qui ne devraient pas exister en Île-de-France. On voit la nuit dernière des 3 patients, 3 enfants. Le SAMU tourné ne trouve pas de place en réanimation pédiatrique. Et donc, on envoie cet enfant à Rouen, à Orléans, à Chartres, parce qu'on ne peut pas les prendre, alors que les parents habitent à Paris. Et donc ça, le temps passé dans le SAMU, c'est 3 heures de transport pour le SAMU. C'est pas une qualité des soins digne de ce qu'on est capable normalement d'offrir en France. Jean de Carvajal, vous dites non, aujourd'hui la santé des Français n'est pas en danger. Non, il se trouve que je me suis beaucoup promené, si j'ose dire, et beaucoup intéressé aux différents systèmes de santé au monde. Et les systèmes de santé, même pas très loin de nous. Par exemple, en Irlande, il n'y a pas de SAMU, il n'y a pas de SMUR. Comment vous allez aux urgences comme vous pouvez? Il n'y a pas non plus beaucoup de trains. En Angleterre, c'est d'une dureté que vous ne pouvez pas imaginer. Et je ne parle pas des États-Unis, où là, c'est absolument le drame. Donc, si vous voulez, on a la chance d'avoir un système qui est très égalitaire, où l'argent, pour la plupart des gens, quand même, ne compte pas dans l'accès aux soins. Ceci dit, on a des problèmes collectifs d'organisation et une bureaucratie, c'est ce que vous disiez, là je partage, qui s'est alourdie. Et l'État a voulu jouer un rôle en enlevant le pouvoir aux soignants, et ça, c'est absolument dramatique. Et c'est ça la grève. Alors, par ailleurs... C'est de la base que doit venir que l'organisation doit... on peut dire comme vous le dites, mais moi je le dirais un petit peu différemment. Il faut que ce soit beaucoup plus décentralisé. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop centralisé. Et les problèmes de Paris, de la Lavoisière, ce n'est pas les problèmes de l'hôpital de Dijon, ni celui de Marseille. C'est différent. Il faut décentraliser. Oui, mais on voit quand même que sur le mouvement actuel, toutes les villes sont mobilisées. Marseille était présente. Il y a des manifestations. Non, mais Marseille a le même problème que Paris. L'hôpital de Nantes était présent. Enfin, il y a vraiment... Inès Guay. Pour conforter ça, le même constat est partagé partout. Et quand vous dites la santé des Français n'est pas en danger, moi je ne dirais pas ça à la personne qui décède dans notre salle d'attente, je ne dirais pas ça à toutes les personnes qui décèdent dans les salles d'attente, je ne dirais pas ça à ma grand-mère qui s'est cassé la hanche, qui a été errée dans un service de chirurgie digestive, alors que ce n'est pas du tout la spécialité dont elle qu'elle nécessitait. S'il y a des risques, je dis pas où, ayez peur, mais il faut agir. On a une santé, comme dit Agnès, on a les capacités, on est censé avoir les capacités de faire des choses bien et on ne nous donne pas les moyens. Nadège Vézina, en vous entendant tous, on a le sentiment, n'étant pas professionnel de santé, qu'il faut à la fois revaloriser les salaires, mieux payer les professionnels de santé, et notamment les infirmières, mais il faut également donner davantage de moyens aussi à la médecine de ville. On fait comment et de quelle manière? Pour répondre aussi sur la question précédente, je crois qu'on ne l'a pas encore dit, mais parce qu'on est sous contrainte budgétaire, vous l'avez tous dit quand même. Hein. Non, mais là, justement, j'aimerais changer. Oui. Je vais revenir sur les valeurs. On tient tous, et pourquoi ça fonctionne pas si mal, ce système, pourquoi il s'écroule pas? Parce qu'il fonctionne grâce à l'engagement des personnels. Moi, ils en font plus. Cet engagement, c'est fini là. Non, mais bien sûr. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Ça fonctionne grâce aux valeurs, grâce à la volonté de travailler correctement, la qualité du travail, faire plus d'heures que prévu, rester plus longtemps, prendre du temps pour un patient, lui expliquer. C'est vraiment sur la bonne volonté. Et ça, à un moment donné, ça ne peut plus durer. C'est ça ne peut pas tenir. On fait comment pour la médecine de ville? Pour la médecine de ville, il y a une solution que je prône depuis très longtemps, qui serait de revenir non pas à un paiement à l'acte, mais à une prise en charge annuelle. C'est-à-dire, je vous choisis comme mon médecin,
Et à ce moment-là, l'assurance maladie vous paye un forfait annuel, on appelle ça dans le jargon la capitation. Et c'est comme ça que ça marche dans les pays d'Europe du Nord. Et donc, au lieu de faire... c'est comme ça ou... Comment ? Le Royaume-Uni a fonctionné comme ça. Comme ça. Oui. Avec un mélange capitation et acte, en gros. Hein. Mais les médecins au Royaume-Uni sont payés un tiers de plus qu'en France, en moyenne. Hein. Donc c'est vraiment énorme. Et pourquoi ça marche bien ? C'est parce qu'au lieu de faire des actes, on prend en charge quelqu'un, on est responsable de quelqu'un pendant 1 an, et on sait, et ça c'est une des solutions financières, que du jour au lendemain, les actes prescrits sont divisés par 2. Donc, une des raisons pour lesquelles notre système de santé coûte cher, c'est qu'il y a énormément de prescriptions. Énormément de prescriptions parce que, paradoxalement, l'acte est bas. Donc, le médecin ne veut pas passer au travers, donc il prescrit énormément. Il y a un shopping médical aussi, pardonnez-moi l'expression, de la part des patients. Ça, on n'en a pas tellement d'évidence. Non. On a un nombre de consultations moyennes qui est assez proche des autres pays, donc de l'ordre de 7 ou 8 par an. Donc, non. Mais il y a des moyens de diminuer les dépenses de santé. Il y a des moyens également d'avoir des objectifs, parce que... en plus, si vous voulez, ce qui est formidable, c'est que sous le discours d'égalité, vous avez des très très grandes inégalités. Et que, par exemple, si vous avez le malheur d'être insuffisant rénal, si vous vivez à Nantes, vous aurez beaucoup plus de chances d'être transplanté que si vous vivez à Lyon. Et le rapport, c'est pas petit, c'est 1 à 3 ou 1 à 4. Donc vous avez des variations d'inégalité des soins qui sont très très fortes. Et le système est paradoxalement très étatique et très peu contrôlé. Mot de la fin. Il y a en effet un dialogue à mettre en place. Il est pas trop manquant aujourd'hui entre la ville et l'hôpital pour organiser des véritables coordinations. Et pour rebondir sur ce qu'a dit mon collègue, en effet, on pourrait aussi développer à côté d'un seul paiement à l'acte, des paiements au forfait sur la prévention, la santé publique, toutes ces choses qui finalement, quand on évite des passages à l'hôpital ou en médecine de ville, qui sont assez peu valorisés aujourd'hui encore. Merci beaucoup Nadège Vézina, merci à Jean de Kervasdoué, à Inès Gay et à Agnès Linglard, dont je rappelle la tribune Le Monde, qui n'est plus en kiosque puisque c'est l'édition datée de demain désormais, mais que vous pouvez trouver sur Internet.